Bonjour. Ça marche. Bien, bonjour. Nous avons ce temps pour essayer ensemble de réfléchir aux alliances éducatives. Depuis ce matin, nous avons beaucoup entendu parler des personnes de toutes les relations, de tous les liens qui sont faits autour d'une personne pour l'éduquer. Et je vous propose un temps avec de nombreuses autres personnes sur la scène pour réfléchir ensemble à la réalité des alliances éducatives. Les alliances éducatives, c'est un terme pas très habituel. Pour nous, il est connu, pour nous les pédagogues, bien sûr, parce qu'il est souvent lié au décrochage scolaire. Et c'est vrai que très récemment, il y a eu un rapport du directeur de l'enseignement scolaire, Jean-Pierre Delahaye, qui disait « La politique de prévention doit s'appuyer sur la mise en œuvre plus systématique d'alliances éducatives au sein de l'école, de la classe, en faisant collaborer des équipes éducatives et pédagogiques. Elle doit également accorder une place plus importante aux parents en les impliquant davantage dans le projet pédagogique et éducatif de l'élève. » Mais comme on l'a vu depuis ce matin, le thème de l'éducation ensemble, c'est l'éducation tout au long de la vie. Comment créons-nous des alliances éducatives qui sont à la fois une création et qui permettent à l'autre de se développer et de se construire? L'alliance suppose des buts partagés et des priorités, des formes d'action définies en commun. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Bien sûr, nous avons toutes les alliances créées par les institutions qui ont même des stratégies d'alliance éducative autour du bénéficiaire, diront-ils à certains moments. Mais de temps en temps, c'est bien lui, le bénéficiaire, le catalyseur, l'agrégateur pour son projet à lui, pour ce qu'il pense être le mieux pour lui. L'alliance éducative peut être interrogée pour interroger la corresponsabilité des acteurs. S'allier vaut mieux évidemment que s'ignorer, que se juger, stigmatiser, bloquer. Oui, mais comment s'allier? Comment chacun est-il acteur de la société éducative? Il y a des alliances qui sont construites autour d'un pacte, avec une union contractée par un engagement mutuel, d'autres qui sont des combinaisons d'entités différentes autour d'une personne. D'autres enfin qui sont plus juridiques que réellement actives. Enfin des alliances insues, invisibles, catalysées par chacun de nous. C'est cela la réalité des alliances éducatives. Alors bien sûr, les alliances peuvent se situer au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des parents, au niveau des élèves eux-mêmes, au niveau de l'école. Et j'ai pensé avec Jean-Luc Bianco aussi au niveau peut-être des écrans. Au niveau méso, avec les éducateurs, les personnels de santé, les psychologues, les structures relais. Au niveau macro, bien sûr, au niveau des régions, de la politique, des syndicats, des entreprises. On peut avoir des alliances qui intègrent, par exemple à la vie de l'établissement, au projet éducatif, et d'autres qui externalisent, par exemple à des structures relais, à des associations. Certaines sont à l'initiative des uns, les parents, les éducateurs, les régions, ou des autres, les enfants, les associations. Mais les enseignants sont peu préparés et souvent assez rétifs à cette évolution, alors qu'il semble nécessaire aujourd'hui de collaborer avec les multiples acteurs de l'éducation extérieure. Chaque alliance éducative est plus ou moins fructueuse, plus ou moins concrète, plus ou moins vivante. Et ce sont ces qualificatifs et la boîte à outils qui va avec que nous voudrions ensemble ici élaborer avec plusieurs binômes qui vont parler chacun des alliances éducatives qu'ils vivent, qu'ils entretiennent, qu'ils développent et par lesquelles ils sont interrogés. La notion d'accompagnement, de confiance, de respect et de sentiment d'appartenance, aussi bien que le sens donné à ce qui s'accomplit par les alliances, vont être au cœur de notre réflexion. Si Albert Jacquard avait dit « Éduquer, c'est l'art de la rencontre », nous allons essayer, pendant ce temps, de travailler à faire ressortir la richesse féconde, créative des alliances éducatives. Comment forme-t-on une communauté animée par une responsabilité collective d'éducation
Nos 4 tables rondes vont nous aider à y réfléchir et je donne la parole à la première table ronde. Hugues, à toi. Oui, bonjour et merci Véronique. Et pour commencer ces tables rondes, nous allons commencer par nous mettre en jambes avec le sport. Et donc, avec Yannick Josion, ici présent, c'est bien normal. Votre nom, Yannick, parle aux amateurs de rugby, qui sont peut-être nombreux dans la salle. Moi, par exemple, levez donc la main si vous êtes amateur, parce que j'ai compris tout à l'heure que Dominique Quignot était une fan. Et donc, sans être un plébiscite, si vous êtes pour le rugby, c'est sans doute bien. Mais ce n'est pas l'objet. Ce sport spectaculaire avec les mêlées, les rucks, les mauls, tout ça, c'est un langage, toute une éducation. Vous, Yannick Josion, vous êtes originaire du Sud-Ouest, comme beaucoup de rugbymen, de Castres plus particulièrement. Vous avez pratiqué ce sport surtout au Stade Toulousain, dans lequel vous avez gagné plusieurs coupes d'Europe en 2003, 2005, 2011. Vous avez été sélectionné en équipe de France de 2001 à 2013. On vous dit capable de rester debout et de valoriser le jeu de vos coéquipiers. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs centres du monde. Et en dehors du rugby, vous êtes diplômé de l'école d'agriculture de Purpan, près de Toulouse. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Yannick, avant d'entrer dans le sujet des alliances éducatives, je voulais vous demander quelques mots sur l'éducation et le sport. Pour vous, en quoi le sport éduque ? Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour répondre à cette question, en quoi le sport éduque, je crois que c'est assez simple dans le sens où le sport génère tout simplement des valeurs. En tant que sportif, on retrouve facilement la notion d'humilité. Et plus on fait du sport à haut niveau, plus on la retrouve parce que on est souvent remis à notre place, voilà, à notre vraie place. Et pour avoir eu la chance d'avoir joué au Stade Toulousain pendant de nombreuses années, où on était quand même souvent positionné dans les meilleurs, pour pas dire le meilleur club pendant longtemps. C'est vrai qu'on a souvent gagné, mais on a parfois perdu, croyant qu'on était les meilleurs. Et on a été numéro 1 pendant longtemps parce qu'on s'est donné les moyens d'y arriver, mais c'est pas parce qu'on est numéro 1 un jour qu'on l'est toujours. Donc c'est vrai que c'était une belle leçon d'humilité, le sport de haut niveau. Et c'est dur un sport collectif, mais je pense que c'est encore plus dur dans les sports individuels. Voilà, parce qu'on est livré à nous-mêmes, un sport individuel, on n'a pas la solidarité que peuvent nous amener les autres joueurs. Donc c'est vrai que on se sent quand même beaucoup plus à l'aise quand on est dans un collectif. Donc l'humilité est une des valeurs, mais on découvre forcément le fait qu'on va au-delà de nos limites dans le sport de haut niveau. Donc toute la notion de dépassement de soi est révélatrice de nous-mêmes. Voilà. Donc bon, j'en reparlerai tout à l'heure puisque je parlerai de conscience corporelle. Ensuite, il y a tout ce qui va de pair entre l'entraide et la rigueur d'équipe que l'on doit avoir, puisqu'il y a une notion de solidarité entre joueurs, mais il y a aussi une notion de stratégie que l'on doit respecter. Alors c'est vrai que le rugby est un sport. Un jour, un Néo-Zélandais m'a dit le rugby c'est génial parce que c'est fait pour tout le monde, pour les grands, les petits, les gros, les intelligents, les moins intelligents, etc. Et c'est vrai qu'il y a des positions en fait qui sont appropriées, il y a des rôles bien précis. Et chacun travaille dans un objectif commun, quoi. Donc les avants qui font un travail de fond, les 3/4 qui ont la chance de briller un petit peu plus à la télé parce qu'ils marquent des essais. Mais il y a quand même une logique d'équipe, voilà, que l'on retrouve bien sûr après dans la vie de tous les jours. Je parle aussi de faculté à se concentrer, pour ceux notamment pour les buteurs qui ont besoin de réaliser le geste juste. Et c'est vrai que c'est important d'arriver à faire le vide quelque part pour être concentré sur soi-même. Et enfin, j'associe, je dirais, la volonté, donc l'esprit de compétition,
et le compromis avec le fair play et l'amour du jeu, parce que il faut avoir je dirais, sur le terrain, une bonne agressivité, mais pas une agressivité déplacée qui va au-delà des limites. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand on est pris dans le combat, on se laisse souvent dépasser. Mais on rencontre quand même régulièrement des joueurs qui font preuve de ce compromis entre volonté et fair play. Et souvent, il y en a, notamment les joueurs de l'hémisphère sud, les Australiens et les Néo-Zélandais, font preuve de cet état d'esprit fabuleux, parce que on a beau livrer un combat dur sur le terrain, mais après le match, ils sont à l'écoute, ils sont prêts à échanger, et puis ils félicitent souvent quand ils trouvent meilleur qu'eux. Et c'est vrai que je connaissais pas ça dans le championnat français, et ça a été une découverte pour moi quand j'ai pu jouer en équipe de France et jouer au niveau international. Voilà. Et enfin, je voudrais terminer par le fait que le sport nous initie quelque part à la conscience corporelle. Je m'en suis aperçu, on va dire plutôt à la fin de ma carrière, parce que on est habitué à avoir des sensations de plus en plus fines, quoi, à l'entraînement et sur le terrain, des sensations d'appui, des sensations de justesse dans ce que l'on fait. Et petit à petit, on se rend compte que, en fait, la position que l'on prend dans l'action, au contact, elle n'est que le reflet de ce que l'on est, de nos émotions, de notre caractère, etc. Mais que c'est pas immuable. Et qu'on peut quand même évoluer. Et quand on évolue, on découvre des nouvelles sensations, on découvre des nouvelles façons de penser, d'être avec les autres. Vous voyez, je sais pas, quand on a les épaules plus ouvertes, voilà, on est plus à l'écoute des autres. Il y a aussi une notion de rotation au niveau des hanches qui fait que peut-être, voilà, on est plus à même d'échanger, d'être dans le collectif, d'avoir sa place, mais aussi d'être dans le collectif. Donc ça, c'est très important, et je me suis aperçu plutôt à la fin de ma carrière, et je regrette que les éducateurs, justement, dans le sport, ne soient pas plus, voilà, et n'aient pas plus pour objectif de mettre en avant tout ça, parce qu'il y a des méthodes qui sont faites pour justement prendre conscience de son corps. Et la conscience corporelle, ça amène bien sûr une confiance en soi et une affirmation de soi beaucoup plus importante, voilà, et qui est primordiale dans la performance du groupe, du collectif, mais aussi du joueur. Merci. On a l'impression que le sport... On a l'impression que le sport est une bonne école. Mais justement, par rapport à l'école et aux autres acteurs de l'éducation, quelle expérience avez-vous de ces alliances éducatives? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Alors, je suis parrain d'un centre multisport qui a été mis en place à Groyer, donc une ville située dans le Tarn, entre Castres et Albi. Donc, à l'origine, ce projet, c'était le club de rugby de Groyer qui voulait le mettre en place pour créer un centre de formation vraiment destiné rugby. Et puis ça a évolué petit à petit, et finalement ça aboutit sur la création d'un centre éducatif multisport qui regroupe donc 5 sports, rugby, athlétisme, judo, basket, etc. Mais en collaboration avec le collège de Groyer. Alors il y a des conventions qui sont passées entre le collège et le centre éducatif multisport, mais aussi avec d'autres établissements à côté de Groyer, à Gaillac notamment. Alors ça a été mis en place, pourquoi? Parce que les objectifs étaient d'améliorer, on va dire, les performances au collège, mais d'améliorer aussi les performances sportives pour les jeunes qui venaient dans ce centre et qui après allaient dans leur club respectif. Mais aussi pour essayer de retenir les jeunes qui partaient de Groyer, puisqu'à Groyer, pour l'instant, il n'y a pas de lycée. Donc souvent, la plupart des jeunes s'en vont et ne restent pas forcément dans les structures associatives qu'il peut y avoir au rugby, à la natation, etc. Donc voilà, c'était des objectifs, on va dire, communs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de mutualiser les moyens et de faire en sorte que l'équilibre que recherche peut-être un collégien en sortant de ses cours de maths ou autre, il le trouvait finalement au SEM, au Centre éducatif multisport. Et quelque part, les parents s'y retrouvent pleinement parce qu'ils ont un suivi bien sûr scolaire, mais ils ont un suivi médical aussi avec le Centre éducatif multisport. Donc c'est vrai que c'est un projet qui est très intéressant. Et il y a vraiment des retours positifs depuis 4-5 ans sur ce projet collaboratif entre le collège et le SEM, puisqu'on a un échantillon représentatif, donc des 30 patients, 30 stagiaires plutôt, qui viennent tous les ans depuis 4 ans.
il y en a pas mal qui étaient en situation, on va dire, de notes, on va dire, un peu délicates, et qui motivés par le SEM, par le centre éducatif, ont voulu rester, mais en contrepartie, ils devaient faire des efforts au niveau du collège. Alors, on ne demandait pas forcément d'améliorer de 2 points les notes, mais d'avoir une implication différente. Et il y en a pas mal qui sont passés de 10 de moyenne à 12 ou 13 de moyenne. Et c'est vrai que c'était une surprise forcément pour tout le monde, parce qu'on a compris qu'il y avait un équilibre à trouver, qu'on n'avait pas forcément les jeunes qui étaient au collège, qui ne faisaient que ça, et qui n'arrivaient pas à trouver autre chose à côté, parce que pour X raisons, quoi, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Alors bien sûr, il y en a pas mal qui s'identifient au fait que je suis le parrain. Alors je ne parle pas à mon nom, mais je parle en tant qu'ancien sportif de haut niveau, parce qu'ils voient bien quand même qu'il y a la possibilité pour quelqu'un qui a évolué à Groyer de réaliser pleinement son objectif. Ouais. Pour ceux qui souhaitent être sportifs, on va dire étendre vers le haut niveau. Et puis enfin, il y a un jeune qui a clairement dit, au SEM, j'ai vraiment trouvé un endroit pour avoir une hygiène de vie, une culture sportive. Et ça m'a apporté beaucoup en termes de maturité et d'autonomie, parce que dans ce centre éducatif multisport, donc bien sûr, je leur ai dit, il faut faire venir un psychomotricien qui apporte quelque chose de différent, qu'il n'y a pas dans le milieu sportif actuellement, et surtout leur apprendre à être autonome par rapport à la gestion des blessures, par rapport à la gestion des émotions, avant les efforts. Donc vraiment, c'est vrai qu'il y en a qui se découvrent, qui comprennent bien le message qu'on veut faire passer, et je suis fier d'être le parrain de ce centre, puisque pour l'instant, ça fonctionne plus que bien. Merci. Oui, merci Yannick Josion. On va reparler avec vous tout à l'heure. Il va y avoir un dialogue entre vous. Mais tout de suite, je me tourne vers Caroline Legac. Caroline, vous êtes peut-être sensiblement de la même génération que Yannick. Est-ce que pour autant vous aimez le rugby ? Oui, mais de loin. De loin. Pas sur les terrains. Et le sport, j'imagine, parce que étant scout, vous devez être sportive, aimer la nature, etc. Oui, pareil aussi un petit peu de loin maintenant, mais comme je suis maman de 2 enfants, c'est vrai que entre le travail et les enfants, je suis assez sportive entre les deux. Merci. Alors, pour vous introduire, on va aussi montrer une vidéo tout de suite. Plus ma voisine. J'ai inscrit mes enfants parce que on a fait nous aussi le scout, et puis les enfants ils sont très intéressés par les activités, faire des activités manuelles, et puis quand ils reviennent, bon, ils nous racontent tout ce qu'ils ont fait dans la journée, et ça les forme aussi à la vie. Ça va faire plein de choses que nous on n'a pas le temps de leur apprendre à la maison. Bon, ils acquièrent aussi de l'indépendance, de l'autonomie. Alors Luc a choisi de venir au scout pour y retrouver des amis dans une ambiance différente de ce qu'il peut vivre habituellement à l'école, et pouvoir faire des choses qu'il n'a pas l'occasion de faire dans des activités sportives ou des activités scolaires. Il nous livre quelquefois quelques petites anecdotes, mais l'essentiel, il ne nous le dit pas, mais il nous dit bien qu'il ne nous le dit pas, que c'est sa vie à lui. Je ne pense pas qu'il soit vraiment changé quand il rentre de week-end. Par contre, on voit qu'il grandit au fil de l'année, et c'est plutôt l'accompagnement sur l'ensemble de l'année où on voit un changement. On voit qu'il prend plus d'autonomie, du côté matériel, il est autonome, il fait son sac seul, même s'il est louveteau. Quand on part en week-end, même en famille, ça c'est un vrai plaisir. Il sait faire un sac. Mais aussi plus d'autonomie dans sa vie spirituelle et dans sa vie personnelle. Donc ça, on sent bien que ça l'aide à grandir. Il trouve chez les scouts un lieu d'écoute et de partage qu'il trouve nulle part ailleurs, sur des sujets qu'ils n'osent pas aborder dans une cour d'école. Et pour eux, c'est vraiment important ces lieux de partage avec d'autres enfants et d'autres adultes que leurs parents. Alors Caroline, vous êtes déléguée nationale éducation, pédagogie et activités au Scouts et Guides de France. Depuis juin 2016, c'est nouveau donc. Vous êtes psychologue de formation, vous avez été directrice d'une école primaire spécialisée dans l'accueil d'enfants précoces de 2009 à 2014, année où vous prenez des responsabilités nationales chez les scouts.
Mais dites-moi, est-ce qu'il y a un lien entre les enfants précoces et les scouts? Est-ce que les scouts et guides développent une forme de précocité grâce à la responsabilisation que vous leur proposez? Alors, ça serait peut-être un argument de communication, mais je pense qu'en tout cas, on peut pas dire que les scouts et guides de France développent une forme de précocité dans le sens qu'on peut l'entendre en psychologie. Mais effectivement, je pense que la pédagogie qu'on propose chez les scouts et guides de France permet aux enfants de prendre des responsabilités, et cela dès le plus jeune âge, et du coup d'être acteurs de leur éducation, comme on entendait ce matin sur être acteur, rendre acteurs, les éduquer. Le scoutisme, par contre, m'a beaucoup apporté quand j'ai commencé en tant qu'enseignante dans cette école spécialisée. Ça m'a permis effectivement de partir de là où l'enfant se trouve. On entendait aussi ce matin de voir comment est-ce que, même si l'enfant il était tout en bas, comment est-ce que on l'amène à grandir là où il a envie d'aller, et puis de rendre l'éduqué plus actif, de travailler sur la confiance réciproque. Donc c'est plus dans ce sens-là. Les scouts m'ont beaucoup apporté quand j'étais directrice de cette école, et voilà. Mais et puis c'est les aléas de la vie qui ont fait que j'ai ensuite pris ces responsabilités au sein des scouts et guides de France. Merci. Et on l'a vu par la vidéo tout à l'heure que scouts et famille, ça marche bien ensemble. Les familles vous font confiance, elles vous confient leurs enfants, ça les soulage aussi. C'est sûr, ça semble vraiment une alliance gagnant-gagnant. Mais ces alliances avec les familles, ça se passe toujours bien ainsi ? Alors oui, effectivement, je pense que pour le coup, il faut qu'il y ait cette alliance entre les parents et les scouts et guides de France, puisqu'ils nous confient leurs enfants, on leur propose des activités qui sont différentes de leur quotidien. Donc il y a ce besoin de confiance réciproque. Je voudrais reprendre un extrait du projet éducatif des scouts et guides de France qui a été écrit en 2004. Dans une société où se révèle une urgence éducative, la question de l'éducation ne peut plus aujourd'hui se poser dans un seul lieu. Pour donner du sens, l'éducation doit se faire ensemble, famille, école et partenaires associatifs. Donc du coup, en se définissant comme un partenaire éducatif, le scoutisme associe les familles à son action. En fait, on ne veut pas être une simple relation on veut pas qu'il y ait une relation de service éducatif qui s'installe. Simplement, on veut pas non plus qu'on se substitue à l'éducation des parents, mais c'est une recherche permanente justement d'enrichissement de l'éducation que les parents aussi c'est dans cette recherche-là que les parents vont inscrire leurs enfants. Donc c'est à la fois dans une complémentarité stricte, par exemple en inscrivant leurs enfants chez les scouts et guides de France, les familles viennent chercher ce qu'elles peuvent pas forcément leur apporter dans leur quotidien, par exemple la vie en groupe entre pairs, les activités en autonomie, des grands projets. Donc ça, c'est ce qu'on entend par complémentarité stricte. Et puis, il y a aussi une continuité éducative, c'est-à-dire que les parents qui inscrivent leur enfant chez les scouts et guides de France, c'est aussi dans le partage des valeurs et des repères éducatifs de la famille. Alors, cette relation éducative, elle se concrétise dans la relation qu'il va y avoir avec les responsables bénévoles qui s'occupent des enfants. Elle doit être positive puisque il faut absolument qu'il y ait une confiance réciproque. C'est l'élément majeur de ce partenariat entre la famille et puis les responsables scouts et guides. Elle se fait à la fois par le biais d'un dialogue informel avant ou après les activités. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que les parents déposent pas juste leurs enfants comme dans une activité, peut-être une autre activité de consommation, qu'ils les déposent et qu'ils les récupèrent, mais qu'il y ait un vrai échange avant et après, puisqu'on considère qu'on va faire changer le jeune et que on le fait grandir, et c'est important que les parents justement en aient conscience et puissent savoir ce qui s'est passé dans les activités dans la journée.
Et puis aussi, cette alliance, elle se fait aussi dans l'implication des parents, parce que souvent on leur demande beaucoup de choses aussi à ces parents. Alors ça peut aller de l'aide pour du matériel, et puis petit à petit l'aide dans certaines activités de groupe, de venir accompagner les éducateurs justement et faire avec. Ensuite, c'est vrai qu'on s'est aussi posé pas mal de questions, comme les questions qui ont pu être posées entre l'école et les familles pour savoir comment est-ce qu'on pouvait justement faire en sorte que cette participation soit encore plus grande. Et tout en laissant, je pense aussi, ce qui est aussi compliqué, parce qu'on veut faire participer les parents, mais on veut aussi une certaine autonomie pour nos éducateurs, que les parents puissent avoir un regard, mais n'interfèrent pas non plus dans tout ce qu'on va proposer. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut les investir dans quel est leur regard sur le projet éducatif que nous portons, comment est-ce que effectivement par les activités ils peuvent s'impliquer et pour qu'ils puissent investir justement dans ces lieux de décision qui soient locales dans les groupes, mais aussi au niveau national. Voilà, il y a 3 enjeux pour les Scouts et Guides de France dans cette consolidation du partenariat éducatif avec les parents. C'est d'abord la qualité du scoutisme qui va être vécu par les enfants. C'est-à-dire que si on permet qu'il y ait une continuité entre ce qui est vécu dans le scoutisme et puis ce qui est vécu à la maison, c'est aussi aider l'enfant à prendre son autonomie, à respecter ses engagements et à avoir une réelle continuité entre les deux. Et puis, il y a aussi le deuxième enjeu, c'est le renforcement du lien de confiance qui doit être réciproque. C'est-à-dire que, à la fois, les parents font confiance aux responsables qui s'occupent des jeunes, mais c'est également ce lien de confiance en permettant un lien plus fort avec les parents dans l'autre sens. Et également l'ouverture à de nouveaux publics et d'horizons différents. Voilà un petit peu les 3 enjeux à cette relation éducative avec les parents. Merci. En vous écoutant, on se dit qu'on aimerait que dans l'éducation nationale, les diplômes, etc., tiennent compte de valeurs que vous avez exprimées, Yannick, avec le sport et cette implication quelquefois complètement hors scolaire. Et puis avec l'engagement chez les scouts, on aimerait bien que finalement dans les notes, on puisse trouver les notes d'engagement dans ce type d'activité hors scolaire. Peut-être entre vous, vous avez des questions à vous poser ou en avez-vous? Des questions non, des réactions. C'est vrai que j'ai noté quand Yannick disait qu'effectivement il y avait des compétences totalement différentes au sein d'une même équipe, que chacun pouvait apporter quelque chose. Je trouve ça très intéressant parce que c'est aussi de se dire qu'on veut pas une société qui formate des jeunes tous identiques, et c'est de voir comment est-ce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et participer, surtout quand on est dans une équipe, participer à un projet et apporter ce qu'il est, et de pouvoir avancer comme ça. Oui, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que le sport permet aussi, quand je parlais d'humilité, de niveler les différences sociales, quoi. Ça, c'est flagrant. Et je dirais souvent que les rôles sont inversés à partir du moment où on met un short, des chaussettes, un t-shirt. C'est incroyable parce que j'ai un exemple en tête un jour, on a eu une entreprise qui préparait un tournoi corporatif. Donc ils avaient organisé un entraînement et puis le dirigeant de l'entreprise, en plus c'était vraiment une belle entreprise, donc un dirigeant qui s'occupait de nombreux de ses salariés, a eu la chance d'avoir le ballon sur l'aile, donc il était prêt à marquer, sauf que il s'est ammêlé les pinceaux, on va dire, pour ne pas dire les jambes, il est tombé tête à première, donc il a eu le souffle coupé pendant plusieurs minutes, quoi. Et donc il y avait des secrétaires ou autres qui venaient autour de lui pour lui demander si ça allait, mais il pouvait pas répondre, il était bloqué. Donc c'est vrai que c'était assez marrant, et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'à partir du moment où on est tous sur le pré comme ça, il y a plus de différence, quoi. Et même des fois les rôles sont inversés. Donc c'est vrai que ça permet tout un tas de choses. Et puis moi, ce que je retiens aussi dans ton discours, Caroline, c'est le fait que vous apprenez quand même aux jeunes scouts à être autonomes, à être créateurs
et acteurs de leur vie. Donc ça, c'est important. Et j'ai l'impression des fois que le sport de haut niveau dérive un peu par rapport à ça, parce que les joueurs ne donnent pas un sens un petit peu à ce qu'ils font. Tout est prévu, calibré, et ils ne font que quelque part que suivre des ordres. Alors que pour être bon sur le terrain, il faut être créatif, avoir ce côté instinctif, et des fois qu'on a tendance à perdre. Voilà. Donc c'est bien aussi de pouvoir cultiver ça, cultiver ces valeurs. Merci beaucoup, Yannick Josion, Caroline Legac. On va vous retrouver tout à l'heure sur l'estrade avec tout le monde, mais on continue avec le deuxième groupe. Bonjour, moi je vais vous présenter le groupe qui est autour de moi, qui est plus important que les deux personnes qui viennent de parler, et qui est là avec Marie-Alette Grard. Je vous présente Marie-Alette Grard, qui est donc vice-présidente de ATD Quart Monde, qui est photographe, qui est également membre du Conseil supérieur des programmes. Elle siège au 16 à la section de l'éducation, de la culture et de la communication, où elle représente le groupe des personnes qualifiées. Marie-Alette Grard porte un très bel avis du Conseil économique et social, qui est l'avis sur une école de réussite pour tous. Et pour écrire cet avis, Marie-Alette a travaillé d'une façon originale et d'une façon avec beaucoup d'alliances avec de nombreuses personnes, et c'est pour ça qu'elle est ici avec 6 autres personnes. Ils sont 6 sur la scène pour cela. Je vais leur laisser la parole pour vous expliquer à la fois comment ils ont travaillé en alliance pour produire cet avis, mais aussi comment cet avis, porte le fait et la nécessité des alliances éducatives. Marie-Alette, je te laisse orchestrer. Merci beaucoup. Permettez-moi, en démarrant, alors je vais exceptionnellement lire un papier parce que sinon je m'emballe et je déborde le temps. Donc exceptionnellement, ça m'arrive jamais, mais je vais essayer de lire mon papier. D'abord, je veux remercier, vous ne vouliez pas que je le fasse, Hugues d'Hautefeuille, mais je veux vous remercier Jérôme Vignon et Dominique Quignot de nous avoir permis de venir ici ce soir, parce que nous sommes vraiment heureux d'être là. ATD Quart Monde, agir tous pour la dignité Quart Monde, notre fondateur Joseph Wrezinski, lui-même issu de la misère, né dans un camp de rétention à Angers en 1917, et oui, en 1917, il y avait déjà des camps de rétention dans notre pays, a rejoint des familles rejetées de tous, à Noisy-le-Grand en 1956. Son intuition, qui peut permettre d'éradiquer la misère, passe par un changement de société. C'est de dire que les pensées et les savoirs des personnes qui vivent dans la grande pauvreté manquent à notre société. Si nous ne construisons pas l'avenir de notre société avec les personnes très pauvres, nous n'arriverons jamais à vivre à égale dignité les uns des autres. Alors nous venons avec une bonne nouvelle pour notre école qui concerne chacun de nous. L'école de la réussite de tous existe, elle est déjà en marche, nous pouvons en témoigner. Mais pour que cette école de la réussite de tous soit effective partout sur le territoire, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de chacun de vous. Pour une école de la réussite de tous, chacun de nous, chacun de vous peut agir, est concerné. Nous ne pouvons pas laisser des milliers d'enfants de milieux défavorisés obérer leur avenir par des orientations dès le plus jeune âge qui ne leur permettent pas de développer leur intelligence à égale dignité des autres enfants. C'est autant de vies d'adultes ensuite gâchées. Le savez-vous ? 3 millions d'enfants scolarisés dans notre pays sont dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. 1,2 million vivent dans la grande pauvreté. Être scolarisé et vivre dans la grande pauvreté, c'est vivre avec bien des difficultés, des problèmes de logement, parfois de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, ou dans la voiture avec ses parents, ne pas pouvoir participer à toutes les sorties scolaires,
avoir des soucis pour se procurer toutes les fournitures scolaires demandées, etc. Nous sommes la 5e puissance mondiale. Et il y a près de 9 millions de personnes qui vivent, ou plutôt qui survivent, sous le seuil de pauvreté dans notre pays. C'est indécent. Et si les politiques ont une part de responsabilité, chacun de nous est responsable. Chacun de nous peut agir là où il vit, dans son quartier, dans son travail, dans sa paroisse, peu importe. Chacun de nous peut agir. Nous devons agir et nous venons témoigner qu'en agissant avec les personnes les plus pauvres, ça peut vraiment faire changer les choses. Nous n'éradiquerons pas la misère sans la participation pleine et entière des personnes les plus pauvres aux réflexions dans tous les domaines de notre société. Vice-présidente d'ATD Quart Monde, je représente notre mouvement au Conseil économique, social et environnemental. J'ai cet honneur et cette chance. C'est la 3e assemblée de notre République, où siègent 233 conseillers représentant la société civile, et donc 60 organisations et associations différentes y sont représentées. Pendant toute une année scolaire, de septembre 2014 à mai 2015, le CESE a décidé, à la suite d'un travail sur la loi de refondation de l'école de la République, de travailler sur une école de la réussite pour tous. Nous sommes allés rencontrer les écoles et les collèges de notre pays où la réussite de tous est déjà en marche. Et croyez-moi, il y en a bien plus que l'on ne croit. J'ai été nommée rapporteure de ce travail pour la section éducation, culture, communication. Alors qu'est-ce que la réussite de tous pour nous, pour ce travail? C'est de dire que tous les élèves arrivent à la fin du collège et acquièrent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et qu'ils choisissent leur orientation. Pour un travail au CESE dans la section éducation, nous sommes 30 conseillers. Nous venons de divers horizons. Nous faisons 8 à 10 auditions. Puis, la rapporteure que je suis écrit un texte que nous travaillons durant 6 à 7 réunions de section, en travaillant l'accord, au mot à mot. Pour ce rapport, juste comme ça, pour vous le dire, nous avons fait plus de 200 auditions, parce que ce sujet, c'est l'avenir de notre pays. Nous sommes ici ce soir devant vous pour vous présenter la méthode que nous avons employée pour ce travail. Alliée d'ATD Quart Monde depuis plus de 30 ans, ayant la chance de côtoyer et de travailler avec des adultes qui ont l'expérience de la grande pauvreté, je ne pouvais pas imaginer réaliser un travail au CESE sur l'école de la réussite de tous sans la participation de ceux qui sont les plus exclus de l'école. En plus des 30 conseillers de la section, la rapporteure que je suis a souhaité mettre en place un groupe que vous voyez à l'écran, que je nomme le groupe Croisement, en référence à la méthode du croisement des savoirs. 5 chercheurs, 5 enseignants, 5 parents solidaires, 5 acteurs de quartier, des éducateurs, des responsables de centres sociaux et 10 parents qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Il faut du temps pour se connaître et se comprendre. Ce groupe Croisement a travaillé pendant cette année durant 7 journées, d'abord pour se connaître, puis sur les 8 auditions faites en section. La première rencontre pour se connaître et se comprendre, nous avons demandé à chaque groupe de pairs, PAIR, les chercheurs, les enseignants, etc., qu'est-ce que la réussite de tous pour chacun de vous, pour chacun des groupes qui est là? Les parents qui ont l'expérience de la grande pauvreté nous ont dit « Nous n'avons qu'une phrase à dire. Pour nous, la réussite de tous, c'est qu'au moins nos enfants sachent lire et écrire. » C'est bien là la base de notre travail. Puis le groupe Croisement a travaillé sur les 8 auditions faites en section au CESE. Auditions de chercheurs, d'inspecteurs, d'enseignants, de parents d'élèves, d'élèves. Tout d'abord, par groupe de pairs,
puis en croisant ce que chaque groupe apporte. Et au bout de ce travail, pour aller présenter 6 sujets aux conseillers du CESE et travailler pendant 3 réunions avec les conseillers pour faire émerger ensemble des préconisations pour ce travail. Alors ce ne fut pas facile, comme ce n'est pas facile dans notre société, car nous n'avons pas l'habitude de travailler ensemble. Nous sommes tous des personnes vivant des réalités tellement différentes. Nous croyons nous connaître et comprendre l'autre, mais il faut du temps pour cela. Permettez-moi de vous lire un extrait de l'intervention d'un de mes collègues du CESE en séance plénière où il parle de notre façon de travailler avec une grande justesse. Il dit ceci: « Il faut d'abord faire se rencontrer et travailler ensemble tous les acteurs internes et externes de l'école. Après un temps de méfiance réciproque, comme dans la vie des écoles, la confiance s'est instaurée. Les personnages sont devenus des personnes vivantes, aux prises avec les réalités de l'école. Personne n'a parlé au nom des personnes en situation de pauvreté économique et culturelle. Ce sont eux qui se sont exprimés et leurs propos devenaient clairs pour tous. Les prérequis de l'inclusion sont donc possibles. Le croisement de tous les acteurs de l'école est possible. Ce sont les premiers pas qui sont difficiles pour faire tomber les murs de la méfiance. Nous sommes venus vous raconter combien ce travail avec le groupe Croisement a enrichi, chamboulé, bousculé la vie du CESE, une école de la réussite pour tous. Grâce à ces 3 réunions de travail croisées ensemble, nous avons pu écrire dans cet avis des choses que nous n'aurions pas mis sans avoir vécu ces temps de rencontres et de travail ensemble. Mes amis du groupe Croisement vont vous en parler dans un instant. Une dernière chose avant de leur passer la parole, juste vous dire, parce que sinon vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans cet avis pour dire que l'école de la réussite de tous est possible? Alors juste vous dire 4 points pour cette école de la réussite de tous. 4 points qui sont liés entre eux, qui sont indispensables pour cette école de la réussite de tous. Que les enseignants travaillent en équipe, c'est essentiel. Toutes les pédagogies ne se valent pas pour la réussite de tous. Nous le disons dans notre rapport au CESE, Jean-Paul Delahaye, inspecteur général, le dit dans son rapport également. La pédagogie de la coopération, la pédagogie différenciée permettent davantage la réussite de tous. Alors formons les enseignants à ces pédagogies pour qu'ils les utilisent vraiment. Que tous les parents soient accueillis à égalité dans l'école. C'est essentiel pour la réussite de tous. C'est essentiel parce que les parents ne sont pas à égalité face à l'école, face aux enseignants. Certains ont peur, ils sont nombreux à avoir peur d'aller rencontrer les enseignants. Les enseignants aussi ont peur des parents, alors proposons-leur des formations, elles existent. Proposons aux enseignants des formations à la connaissance des différents milieux sociaux pour qu'ils soient plus à l'aise pour accueillir tous les enfants et tous les parents dans l'école. Et puis, une gouvernance bienveillante et exigeante, c'est elle qui est responsable de l'essaimage de l'école de la réussite de tous et qui permettra cette école de la réussite de tous. Voilà, je tiens à vous présenter les personnes qui sont venues avec moi. Je vais vous les présenter au fur et à mesure qu'elles vont parler. Je veux d'abord les remercier parce qu'elles sont toutes venues des 4 coins de France. Et ça, c'est quand même déjà un bel exploit. C'est pas facile. Je vous présente Franck L'Enfant. Il vient de Nogent-le-Rotrou. Il est militant Carmonde. Il anime l'Université populaire Carmonde en Centre-Loire pour ATD Carmonde. Je lui passe la parole. Bonjour. Je veux parler de ma participation au croisement des savoirs pour la réussite de tous les enfants à l'école. Quand je suis venu à ce croisement des savoirs, ça me faisait un peu peur
parce que je me suis retrouvé avec des gens qui me semblaient supérieurs à moi de par leur milieu social. Et en fait, pas du tout. Et ça m'inquiète. Alors, me faisait un peu peur, car je me suis retrouvé en présence de personnes qui me semblaient supérieures de par leur milieu social, et cela me rendait inquiet. Je me disais que les gens n'allaient pas comprendre ce que je voulais leur dire, n'allaient pas comprendre ce que j'exprimais. Et vice-versa, parce que moi, je me disais que je n'allais pas comprendre ce qu'ils me disaient, vu les mots qu'ils allaient employer. Et en fait, lors de nos premières rencontres, mes doutes se sont complètement envolés. Ce qui m'a surpris, c'est que nous avons travaillé dans une totale écoute et un mutuel respect total. Donc, lors de ce croisement des savoirs, nous avons confronté en fait nos pensées et je suis un peu perdu, excusez-moi. Donc, alors, notre travail s'est effectué dans un respect et une écoute mutuelle qui m'a surpris. Je trouve que cette façon de travailler était importante, car elle permet aux plus démunis de faire entendre leur voix, leur avis. Par exemple, pour orienter les enfants en classe spécialisée, les écoles ont recours à un volet social. Ce volet social est une page de la vie de notre enfant et de la vie des personnes les plus défavorisées. Et en fait, ce volet-là fait peur aux familles qui sont dans la précarité sociale, parce que en fait, ils ont peur de tout ce qui est à connotation sociale. Et là, en fait, ce volet nous faisait peur. Et nous sommes aussi aperçus que dans ce volet, il y avait des gens qui n'étaient pas au courant que ce volet social était institué. Enfin, en fait, on ne consultait pas les familles. On leur mettait un rapport auquel ils n'avaient pas été invités à participer. Et lors de ce croisement des savoirs avec le CESE, ça a permis de retirer ce volet social de cette affectation en classe spécialisée des enfants les plus défavorisés. Et ça permet à ces familles de ne plus être oppressées et montrées du doigt parce qu'ils sont pauvres et qu'ils ont du mal. Et je voudrais dire que ma participation à ce travail au CESE, de croisement des savoirs, elle doit continuer et elle doit s'étendre à plein de domaines, parce que je pense qu'il est transposable. Cette façon de travailler entre des assistants sociaux, des chercheurs, de tout ce qui a été mis en place pour ce croisement des savoirs, peut être mis partout, car elle permet de se comprendre et de vraiment bien cerner les problèmes. Donc voilà. Dominique Reuter, tu es chercheuse à l'université de Lille 3. Voilà, je te cède la parole. Merci beaucoup. Vas-y, ne touche à rien. Je touche à rien. Ça va très bien. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu. Voilà, sur 2 temps, ça va mieux? Oui, merci. J'aimerais bien revenir sur 2 points, sur le temps que nous avons mis et sur les moments un peu cruciaux de ce travail. Tout d'abord, le temps. C'est vrai que nous avons travaillé ensemble et rien n'est moins simple que de vraiment travailler ensemble. Rien n'est plus productif non plus, selon moi. Ceci étant dit, des modes de travail collectifs, ça ne s'instaure pas immédiatement. Au contraire, ça s'élabore dans le temps, dans la durée, car les modes de travail collectifs doivent être identifiés, adaptés, parfois inventés, et surtout doivent être acceptés. Le temps est donc une donnée fondamentale pour comprendre comment nous avons procédé et comment nous avons en partie réussi. Notre travail en commun s'est étalé sur une année entière, Marie-Alette l'a dit. Notre présentation au CESE a duré 3 fois 2 heures en réunion avec les conseillers et des présentations qui ont été également longues. Sans cette amplitude de temps, je crois qu'aucune écoute n'aurait pu être construite de façon bienveillante de tous les côtés. Je pense qu'aucun conflit n'aurait pu être désamorcé et surtout qu'aucun bouleversement remis en cause n'aurait pu avoir lieu.
Parce que un bouleversement, une remise en cause profonde, ça doit se préparer longuement, silencieusement, pour être effectif. Je considère également que la compréhension partagée, elle est tout sauf immédiate. Le sens que nous pensons donner même à nos paroles n'est pas du tout celui que les personnes en face leur accordent. Le sens commun nous échappe. Ce sens commun, il se construit dans l'étude et la réflexion. Ainsi, on a dû relire, reprendre sans cesse les différentes interventions des enseignants, des équipes éducatives, des inspecteurs que nous avons interrogés et écoutés. Nous avons dû travailler ensemble à écrire les réactions des petits groupes, à lire l'ensemble des réactions, à les classer, les regrouper comme vous le voyez sur la diapo. Je crois que sans ce temps long, aucun témoignage n'aurait pu trouver d'écho. Mais ce temps, il est aussi nécessaire pour mesurer les effets de ce travail. Certes, le CESE a voté de façon favorable, mais nous savons tous que le temps de réponse des institutions n'est pas toujours celui de nos attentes. Nous devons donc rester vigilants et tenter de ne pas perdre l'un au moins des bénéfices de ce travail, à savoir la possibilité de continuer à travailler ensemble. J'ai parlé du temps, mais ce temps, il a été scandé de façon très particulière par des événements sur lesquels j'aimerais dire 2-3 mots. Nos présentations au CESE en particulier ont été scandées par des témoignages très investis. Témoignages tels que les récits des parents en grande difficulté, ou des membres du CESE, ou toute autre personne. Ces récits ne sont pas faciles à dire, ne sont pas faciles à entendre. En revanche, qu'ils aient été écrits à l'avance ou qu'ils aient été spontanés, ils ont certainement contribué à faire basculer un espace très institutionnel en un espace, disons, collectif. Par conséquent, il me semble aussi intéressant de dire à quel point l'espace de la parole, le temps des discours, est à réfléchir dans leur instauration. Comment se construit l'autorisation de prendre la parole? Comment se construit le discours d'autorité? Comment se construit la gestion du temps des discours? Toutes ces décisions déterminent la qualité de l'espace du travail, nous le savons, mais nous voulons continuer à le rappeler et à en témoigner. Merci. Je passe la parole à Babette. Babette Terqueux, qui est militante Carmonde de Nancy. Merci beaucoup. Enfin, non, c'est à Babette que je pose les questions. Voilà. Alors, Babette, au début, quand on a commencé la méthode des croisements des savoirs, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai dit, oh là là, il faut que je prenne du temps pour réfléchir. Je peux pas y aller comme ça, il faut du temps. Ouais. Et pourquoi tu as accepté? J'ai réfléchi, j'ai dit, peut-être que ça serait bien, surmonter ma peur des enseignants, et puis je voulais que mes enfants soient fiers de moi, de franchir ce pas, aller vers les enseignants pour comprendre mieux leur méthode de travail. Et puis, au fur et à mesure, ça m'a rassurée, parce que j'avais des préjugés sur les enseignants, et je m'avais complètement trompée. On l'espère. Hein. Tu disais, oui, que quand tu allais voir les enseignants, c'était pas simple. Hein. Non, c'était très dur parce que pour mes enfants, j'avais l'impression que ils m'écoutaient pas. J'étais comme si j'étais transparente parce qu'eux, ils parlaient dans leur langue et moi, je parlais avec des mots simples. Donc, c'était très difficile pour moi de comprendre. Et au CESE, comment ça s'est passé? Au CESE, au début, eh ben, j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient du travail que nous on leur présentait. Il y en avait même qui dormaient. Alors, on leur a montré notre travail par des petites scénettes, et là ils ont commencé à s'intéresser à notre travail. Et même après, on s'est mélangé avec eux pour répondre à des questions, et là, ils sont rentrés dans notre travail. Là, on a senti qu'ils étaient intéressés à ce que nous, on leur présentait.
Ouais. Et puis tu disais qu'il y avait une relation de confiance qui s'était instaurée aussi. Exact. Ouais. Ouais. Parce que il a fallu quand même du temps. Parce qu'on peut pas, la confiance ne vient pas comme ça, du jour au lendemain. Il faut du temps. Et pour les jeunes? Pour les jeunes, attends, j'ai oublié quelque chose. T'as oublié quelque chose. Elle a oublié quelque chose. Vas-y. Mais je voulais dire aussi, si je suis arrivée là à parler devant tout le monde, c'est un peu grâce à TD Carmonde. Parce qu'ils m'ont donné confiance, parce que moi, avec mon passé, j'avais pas confiance en moi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Très bien, c'est très bien. Tu veux bien le mettre sur les jeunes? Ça va? Tu veux bien le mettre sur les jeunes? Oui. Allez, on reprend sur les jeunes. Vas-y, Babette. Eh ben, les jeunes, il faut les écouter, c'est important de les écouter. Parce que faut pas, c'est leur avenir qui est en jeu. Et s'ils ont un but, mettons, faire un travail, soit de plombier ou mécanicien, je sais pas, peu importe, il faut pas les empêcher de faire ce rêve. Il faut justement les pousser, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils puissent arriver. Et il faut pas leur imposer n'importe quoi, parce que ça brise leurs rêves. Et après, ils baissent les bras, ils font plus rien. Merci Babette. Marilyn Renard, responsable d'ATD Carmonde à Montpellier, directrice d'une école maternelle. Moi, je vais vous parler de la non-confiscation de la parole. Dans le groupe de travail au CESE, toutes les personnes pouvaient s'exprimer. Et ceux qui étaient retenus, ceux qui étaient relevés comme importants, comme indispensables à la réussite de tous les enfants, c'était le fruit de la réflexion de tous. Les parents qui participaient à ce travail nous ont livré leurs inquiétudes, leur colère même, mais surtout leurs espoirs, pour que leurs enfants réussissent et n'aient pas la même vie qu'eux. La non-confiscation de la parole, c'est veiller à ce que tous les parents soient représentés, surtout les plus éloignés de l'école. En tant que directrice d'école en zone d'éducation prioritaire et avec mon équipe, nous réfléchissons à ce que nous pouvons mettre en place en termes d'accueil, d'ouverture, pour que tous les parents prennent leur place. Nous invitons les parents à vivre des expériences positives avec l'école. La fête des histoires, des ateliers jeux en famille, dans les classes, la classe ouverte, des ateliers d'écriture. Ces dispositifs ayant toujours pour objectif de renforcer les compétences parentales et de resserrer les liens école-famille. Dans mon école, les parents les plus éloignés n'osent jamais se présenter comme parents délégués, par exemple. Ils pensent ne pas être capables. Ils pensent qu'ils ne pourront rien apporter. Une maman à qui je proposais de se présenter comme parent délégué m'a dit « Il y a des mamans, elles savent mieux parler que moi ». En leur proposant d'être parents délégués, nous leur signifions que nous avons besoin d'eux, que l'école et leurs enfants ont besoin d'eux. Leur vécu, leur savoir d'expérience peut nous apprendre beaucoup sur la réalité des enfants de l'école. Je vais vous parler également, comme l'a fait tout à l'heure, oui, du paramètre temps. Voilà, Dominique, pardon Dominique. Pour le travail avec le CESE, le paramètre temps a été important. Le temps de la rencontre, le temps de la confiance, le temps de la connaissance et de la reconnaissance. Avec les parents de l'école et les enfants, le paramètre temps est également très important. J'ai en tête un papa d'élève signalé avant même sa venue à l'école par les services de la PMI et la crèche, comme un papa agressif, très compliqué, n'acceptant aucune remarque sur son enfant. C'est dans la rencontre quotidienne, l'accueil au jour le jour, la prise en compte de la personne. C'est surtout dans l'écoute et la compréhension que peut naître un changement de comportement. Ce papa m'a beaucoup appris.
Il m'a appris qu'il faut très peu de temps pour détruire l'espoir, l'envie, et qu'il faut du temps, beaucoup de temps, pour reconstruire la confiance et l'estime de soi. Aujourd'hui, ce papa d'élève, qui est toujours dans mon école, vient parler quand il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Il se met même dans l'embrasure de la porte de ma classe, il me fait un petit signe comme ça avec les doigts, quand il veut me parler. Il n'est plus ou très peu sur le registre de l'agressivité. Il vient demander des explications. Il veut comprendre pour pouvoir aider ses enfants à réussir à l'école. Dans un dernier point, je vous parlerai de ce que cela permet aux enseignants de travailler comme nous l'avons fait au CESE. Les enseignants qui ont entendu des parents parler de leur vie, de leurs difficultés, mais surtout des espoirs qu'ils portent dans l'école, ne peuvent plus enseigner comme avant. La parole des parents, quand elle n'est pas confisquée, bouleverse ceux qui l'écoutent. J'en fais l'expérience tous les jours. Quand on se retrouve en équipe éducative et je ne sais pas si vous savez ce que sont des équipes éducatives, et quand dans un premier temps on donne la parole aux parents, qu'on leur permet de nous dire comment se comporte leur enfant à la maison, leurs paroles sont toujours très, très bouleversantes. Et les enseignants qui n'ont pas l'habitude d'être en lien avec des parents aux vies compliquées sortent souvent bouleversés et ne peuvent plus faire la classe comme auparavant. Au CESE, les parents nous ont dit, grâce au soutien des membres d'ATD Quart Monde, je ne lâche pas l'affaire. Nous non plus, on ne peut pas lâcher l'affaire. On n'a pas le droit de baisser les bras, on n'a pas le droit de se dire qu'on travaille dans une école ghetto et qu'il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est plus possible. On a le droit de demander des moyens supplémentaires, mais on a surtout le devoir de changer son comportement en classe avec les enfants et avec les familles. On ne revient pas indemne d'un travail comme celui-là. En tant que directrice d'une école maternelle, cela m'engage à aller chercher tous les parents, y compris ceux que l'on n'entend jamais, ceux qui sont invisibles, transparents. Cela nous engage également à réfléchir à tous les dispositifs d'aide mis en place pour soutenir les élèves les plus fragiles. Prenons-nous assez le temps de regarder derrière la difficulté. Prenons-nous assez le temps d'écouter les parents et de réfléchir ensemble aux solutions à trouver. Grâce au travail au CESE, grâce à l'invitation de Marie-Alette, j'ai encore plus pris conscience que travailler avec les parents qui ont des appréhensions vis-à-vis de l'école nécessitait une grande écoute, une grande disponibilité, une confiance réciproque, mais surtout des bons retours de la part des parents et des familles. Alors le tout dernier, je suis désolée Véronique, on est trop long. Je suis désolée Véronique, on est trop passionné, on est trop long. Mais ça va aller. Régis, oui, ça va aller. Voilà. Ça va aller. Régis Félix vient du Mans. Il a travaillé avec moi au CESE pendant toute cette année entre septembre 2014 et mai 2015. Il était expert auprès de moi au CESE. C'est un allié d'ATD Quart Monde de longue date. Alors, il va vous lire un texte d'un parent solidaire, mais sachez que il ne vient pas ici en tant que parent solidaire. Il vient en tant que personne qui m'a accompagné au CESE pendant tout ce travail. Voilà. Je vais parler en tant que grand-parent solidaire. Voilà, donc je vais me faire le porte-parole de ce groupe des parents solidaires. Alors, parents solidaires, c'est une expression que le mouvement ATD Quart Monde essaye de répandre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aider, soutenir et puis éventuellement défendre son enfant à l'école, ça, c'est être parent. Mais être parent solidaire, c'est considérer qu'il ne suffit pas d'être parent. Que la réussite de son enfant n'a de sens que si elle s'accompagne de la réussite de tous les autres enfants, jusqu'à celui que tous auraient tendance à rejeter. Très concrètement, être parent solidaire, c'est, je dirais même, c'est la première démarche, mettre son enfant dans l'école ou le collège du quartier, alors que tous les amis conseillent de ne surtout pas le faire. Être parent solidaire, c'est donc s'engager. S'engager dans l'école,
et avec tous les autres parents. Alors, que se passe-t-il lorsque des parents solidaires entrent dans une démarche de croisement des savoirs avec des parents en grande pauvreté, qui sont bien sûr des parents? Eh bien, c'est pas simple du tout. Ce n'est pas simple car les initiatives que l'on prend dans les écoles en croyant bien faire, il y a un bon exemple, c'est la création d'un espace parent. Voilà, il y a une fédération de parents ou des parents qui réfléchissent à créer un espace parent. C'est une excellente initiative. Eh bien, ça se heurte à une dure réalité. C'est que les parents les plus exclus, les plus éloignés de l'école, ne viennent pas, ne participent pas, on les accuse d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas venir, parce que bien souvent leur propre histoire scolaire les a éloignés très durablement de l'école. L'intérêt du croisement des savoirs est de provoquer une vraie rencontre entre les parents bien intégrés dans l'école et les parents qui n'y trouvent pas leur place. Et donc au début, la confrontation est réelle, elle peut même être dure, entre ceux qui pensent faire tout ce qu'il faut pour ouvrir l'école et ceux qui expriment le rejet qu'ils subissent et leur vision bien différente de l'école. C'est dans cette rencontre directe, en acceptant cette confrontation, que parents solidaires et parents en situation de grande pauvreté peuvent trouver un projet commun. La rencontre nécessite d'abandonner ses certitudes, d'oser dire ses doutes, d'accepter de ne pas être porte-parole, comme on l'est souvent dans l'école, mais de laisser la parole à ceux qui n'en ont pas l'habitude. Et puis, il faut abandonner toute idée de pouvoir, aussi petit soit-il. Je crois que la rencontre est un risque. En disant ça, j'ai presque envie de dire, c'est une banalité de dire ça, car la rencontre nous transforme et elle est irréversible. On peut avoir, en tant que parent, les meilleures intentions du monde pour tous, mais si ces intentions n'ont pas été réfléchies avec ceux que l'on veut défendre, elles ont toutes les chances de passer à côté de ce qu'il faudrait. Une fois que l'accord a été fait entre nous dans le croisement des savoirs, il était plus facile d'aborder les conseillers du Conseil économique, social et environnemental. Et je voudrais citer juste quelque chose qui m'a frappé au CESE. J'ai été témoin d'un fait qui s'est prolongé pendant une bonne partie du travail. Il y a un conseiller qui, lors des séances de travail de la section, il y a un conseiller qui s'adressait à Marie-Hélène Grard en lui disant souvent « Mais pourquoi tu ramènes toujours la question de l'école à la question de la grande pauvreté ?» Et je pense que ce conseiller n'avait vraiment plus à se poser cette question après notre travail de croisement des savoirs. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à cette équipe qui est arrivée à nous faire la démonstration que on ne peut pas bâcler les alliances éducatives, qu'il faut du temps, de la confiance et de l'écoute. Ça transforme tout le monde et je pense que c'était une magnifique expérience. Merci beaucoup. Je vais appeler simplement les autres personnes qui doivent nous rejoindre et demander aux personnes du CESE de rejoindre le devant. Monsieur Guilleux et Fondebel et puis Monsieur Poyot et Nicolas Truel. Si vous voulez bien vous mettre Marie-Hélène, et puis moi je vais me mettre au milieu. C'est bon. Non, allez-y. Voilà. Attendez, vous êtes qui? Vous êtes... Oui. Timothée, là, voilà. Ici, monsieur Pano, bonjour. Ça va? Attention, j'ai à dire. Non, attendez. Non, c'est pas grave. Mais sauf qu'il va se faire entendre. Il y a des élus. Non, attendez. Nous allons continuer avec la troisième table ronde et qui va encore parler de la famille, mais là avec des acteurs différents. Rémi Guilleux de l'Union des associations familiales et Monsieur Timothée de Fonvel, auteur de livres pour enfants que certains connaissent même s'ils ne sont pas encore des enfants dans la salle.
Rémi Guilleux, vous connaissez l'éducation, vous avez commencé par être professeur de mathématiques et de physique, vous avez été aussi directeur d'établissement pour les maisons familiales rurales, vous avez été directeur de la Fédération des maisons familiales rurales de Basse-Normandie, et c'est à ce titre que vous siégez à l'UNAF, donc l'Union nationale des associations familiales, où vous êtes actuellement président du département éducation jeunesse numérique et vice-président de cette structure importante dans le paysage des institutions familiales françaises. Mais vous êtes aussi impliqué dans une activité particulière qui rejoint l'activité de Timothée avec l'association Lire et faire lire. J'ai oublié un point, vous êtes aussi maire d'un village de Normandie. Rémi, je vous pose la première question. Ces alliances éducatives dont on parle, quelles sont ces alliances éducatives que vous mettez en œuvre? Bonsoir à tous. Oui, je dirais que peut-être quelques mots d'abord sur l'UNAF, mais très rapidement. L'UNAF, donc, comme vient de le dire M. Dautefeuille, l'Union nationale des associations familiales, regroupe un nombre important d'associations, puisque c'est aujourd'hui près de 7000 associations présentes sur le terrain dans différents mouvements familiaux qui représentent une grande diversité, et puis regroupe également toutes les unions départementales des associations familiales que nous retrouvons dans tous les départements du territoire français et d'outre-mer, et puis les unions régionales. Et bien sûr, ça peut-être engagera les propos que je pourrais tenir suite à ce que l'on vient d'entendre, où là nous étions effectivement dans l'action très concrète. Les missions de l'Union nationale, qui est l'institution de représentation officielle des familles, eh bien, créée en 1945 par ordonnance, sont au nombre de 4. Hein. Et la première mission, effectivement, est importante, c'est de donner avis au pouvoir public sur toutes les questions qui touchent la vie des familles. Elles sont bien évidemment, comme vous le savez, multiples et nombreuses. C'est aussi représenter l'ensemble des familles. C'est vrai que les 18 millions, à quelques unités près de familles, eh bien, doivent être représentées dans leur diversité par l'UNAF lorsqu'elle s'adresse au pouvoir public. Mais c'est aussi un ensemble d'associations, d'unions départementales qui gèrent des services en direction des familles, services aussi multiples et différents, souvent en relation avec des préoccupations territoriales, locales. Et puis enfin, c'est aussi pouvoir défendre les intérêts matériels et moraux des familles jusqu'à effectivement la possibilité de se porter partie civile lorsque des intérêts des familles sont en cause. Et c'est bien, je dirais, en rappelant ces 4 missions que les quelques propos que je vais tenir maintenant, eh bien, prolongent effectivement ce rôle, cette mission de l'Union nationale. Je dirais que la première chose, et Dieu sait si mon propos va être terne après ce que l'on vient d'entendre, où des parents se sont exprimés, mais la première chose que nous réaffirmons régulièrement à l'UNAF, c'est que les premiers éducateurs eh bien, restent bien les parents. Et je crois que la famille, les familles dans leur diversité, restent à l'évidence le lieu des premiers apprentissages, le lieu aussi où on peut, dans le cadre de la fratrie, de l'environnement familial, acquérir les premiers repères et les premières valeurs. Et pour nous, je crois que ce qu'on vient d'entendre l'illustre, je dirais, plus que parfaitement. Ce qui nous importe beaucoup, c'est de porter auprès des pouvoirs publics eh bien, la nécessité de soutenir la parentalité. Et je crois qu'aujourd'hui, les familles sont différentes d'il y a quelques décennies. L'activité professionnelle d'un grand nombre de mamans, les engagements des uns et des autres, qu'ils soient professionnels ou extra-professionnels, montrent que le soutien aux familles passe à la fois par des services,
par effectivement la possibilité de faire garder son enfance, ça rejoint l'accueil effectivement de la petite enfance, mais c'est aussi permettre à des parents d'échanger entre eux, c'est permettre aussi à des structures d'organiser effectivement des lieux de parole, des lieux de partage, et effectivement dans le cadre des réseaux d'écoute et d'appui et d'accompagnement à la parentalité, dans le cadre demain des schémas départementaux des services aux familles, ce sont toute une série de moyens que l'UNAF porte haut et fort devant le pouvoir public pour qu'effectivement chaque parent, tous les parents, aient la possibilité, je dirais, d'assumer cette première mission. Parce qu'effectivement, être parent, accueillir un enfant, puis l'élever pour lui permettre, je dirais, de devenir un homme, une femme, un citoyen libre et responsable, eh bien, je crois que c'est peut-être le pouvoir le plus grand, mais aussi la responsabilité la plus forte et probablement l'espoir humain le plus solide qui soit donné à un homme ou à une femme. Donc je crois que le soutien aux familles, le soutien à la parentalité, pour nous, eh bien, c'est un élément qui va permettre après les alliances éducatives. La deuxième chose que je voudrais évoquer, et nous avons eu tout à l'heure un exemple concret, c'est bien évidemment la relation famille-école. Et à l'UNAF, c'est aussi, je dirais, un point que nous portons actuellement, plus que jamais, parce que si pendant de nombreuses années, les familles, dans leur diversité et sur des territoires extrêmement variés, qu'ils soient urbains ou ruraux, faisaient relativement confiance à l'école. Il y avait une relation effectivement de confiance, il y avait aussi, je dirais, un accompagnement de ce que pouvait porter l'école en termes de messages, en termes de connaissances. Sans doute qu'à la maison, les savoirs scolaires prenaient du sens, et c'est important. Durant un certain nombre d'années, la société a changé, les familles ont changé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et sans doute que on redécouvre aujourd'hui la nécessité, l'école redécouvre aujourd'hui, les parents redécouvrent aujourd'hui la nécessité d'une relation plus forte entre l'école et les familles. Et effectivement, nous portons, nous, à l'UNAF aujourd'hui, l'idée des espaces parents dans tous les établissements, qu'ils soient primaires, collèges, lycées, donner la possibilité aux parents d'avoir un lieu pour se rencontrer, pour imaginer des actions, pour partager des préoccupations, pour partager aussi des projets. Je crois que ces espaces parents, ils auront la possibilité effectivement de fonctionner si l'éducation nationale également les porte. Et je crois que pour les porter, eh bien probablement que, et notamment au niveau du primaire, il y a nécessité que les chefs d'établissement soient effectivement porteurs de ces initiatives, qu'on sente qu'à l'intérieur de l'école, eh bien, il y a une volonté d'accueil des parents, mais qui va au-delà de l'accueil des parents, qui permet aussi d'associer l'ensemble des acteurs associatifs d'un territoire, l'ensemble des forces vives d'un territoire, pour permettre peut-être à une école plus ouverte sur son milieu et sur les populations qu'elle accueille. C'est donc un sujet, effectivement, que nous portons à l'UNAF de façon importante aujourd'hui, parce que ça nous semble être effectivement une possibilité de permettre à des familles de mieux accompagner la scolarité de leurs enfants, parce que comprenant mieux aussi le langage et les codes de l'école, mais c'est aussi donner la possibilité aux familles, eh bien, de construire elles-mêmes un certain nombre de réponses à la collectivité accueillie par l'établissement. Merci. Peut-être je prolongerai tout à l'heure sur un autre point. Mais peut-être sur ce point, justement, de l'association Lire et Faire Lire, sur lequel vous êtes directement engagé. Voilà. Donc, effectivement, le deuxième point que je voulais évoquer dans cette relation famille-école et autres structures, c'est le programme Lire et Faire Lire. Peut-être qu'un grand nombre d'entre vous connaissent cette initiative qui date d'un peu plus de 15 ans maintenant, puisque c'est en 1999 qu'un écrivain, donc Alexandre Jardin, a lancé cette idée de faire de la France un pays de lecteurs, considérant effectivement que l'accès aux livres
est tout à fait fondamentale, et notamment quand on pense école. Et ce programme, cette initiative originale, je dirais même de génie, a été portée d'emblée par deux grands réseaux, la Ligue de l'enseignement et l'UNAF. Alors l'UNAF, bien évidemment, pas en tant que siège de l'UNAF, mais par l'ensemble du réseau des UDAF et des associations présentes sur le terrain. Et l'idée de lire et faire lire, elle est toute simple finalement, c'est de mettre dans différents lieux, et majoritairement dans des écoles, mais aussi dans des structures de petite enfance, dans des activités d'accueil dans le cadre de l'éducation populaire, dans les centres aérés, dans les accueils collectifs de mineurs, dans les bibliothèques, dans les crèches, dans les relais d'assistantes maternelles. C'est de permettre à des aînés, des gens qui normalement doivent avoir plus de 50 ans, eh bien de lire des livres à des enfants par petits groupes, avec, je dirais, trois axes fondamentaux, c'est-à-dire partager le plaisir de lire, mais il y a évidemment une relation intergénérationnelle très forte et par là même, je dirais, une dimension éducative de transmission, de dialogue entre des aînés qui peuvent être les grands-parents, parfois absents des enfants concernés, et cette population d'enfants. Aujourd'hui, cette initiative qui va tout à fait dans le sens, je dirais, des alliances éducatives, eh bien, c'est plus de 18 000 bénévoles aujourd'hui, au bout de 15 ans. Donc, vous voyez comme c'est une initiative qui a pris son envol et qui aujourd'hui continue à se développer. C'est plus de 9 000 structures différentes, avec une majorité d'écoles et surtout maternelles et élémentaires, mais aussi des initiatives aujourd'hui dans le collège. C'est bien sûr dans le cadre des bibliothèques, des médiathèques, donc cette relation entre des aînés et des enfants. Donc ça aussi, c'est pour nous UNAF, dans notre démarche, je dirais, de proposition au pouvoir public et aux relations que nous avons avec l'école et d'autres structures, c'est une démarche qui nous paraît tout à fait aller dans le sens du développement des alliances éducatives. Merci. Merci Rémi. Nous allons maintenant écouter Timothée de Fontbelle. Vous êtes écrivain et dramaturge. Dès 17 ans, vous avez fondé une troupe de théâtre pour laquelle vous avez écrit et mis en scène. Vous recevez d'ailleurs un prix théâtral qui s'appelle le prix du souffleur. Mais vous vous tournez aussi vers le roman avec cet ouvrage qui s'appelle Toby Lollness, que beaucoup connaissent ici, roman pour adolescents. Ce roman rencontre un succès mondial et traduit en 28 langues, peut-être plus depuis hier. Il a reçu une vingtaine de prix français et internationaux. Et effectivement, depuis 10 ans, c'est plutôt dans la littérature pour la jeunesse que vous publiez. Mais vous avez été aussi enseignant, professeur de lettres en collège, dans le nord de Paris. Vous nous en parlerez peut-être. Alors, voici ma première question. D'abord, l'éducation. Qu'est-ce que vous voulez nous en dire alors que vous avez laissé l'éducation nationale derrière vous et même comme un déserteur, vous avez dit? Oui, en fait, je passe mon temps à me défendre d'être un éducateur. Alors que je suis un peu le passager clandestin de cette rencontre, parce que j'ai vraiment envie, dans littérature pour la jeunesse, il y a le mot littérature. Et que la littérature, c'est bien d'autres choses que éduquer, apprendre des choses. J'ai souvent des lecteurs, des adultes qui arrivent et qui viennent me voir et qui me disent « Est-ce que mes enfants vont apprendre des choses dans votre livre ?» Et même si, au fond de moi, j'espère bien, je réponds toujours non. Rien du tout. C'est de l'aventure, c'est le souffle de l'évasion. À quoi sert la littérature, d'ailleurs? Je pense vraiment à rien. C'est ça le bonheur de la littérature, c'est cet objet inutile de la création en général, de cette chose un peu inutile, mais qui tout d'un coup fait de nous des êtres humains, vraiment. Et donc je me défends... Ah, merci.
je me défends d'être éducateur aussi parce que vous m'avez dénoncé en tant qu'ancien prof et que je suis un déserteur, mais j'ai aussi été décertifié par l'Éducation nationale récemment. Donc là, j'ai plus l'impression d'être viré de l'Éducation nationale. Et donc, j'aime mieux cette situation-là. C'est celle d'un exclu plutôt que celle de quelqu'un qui s'est planqué à sa table de travail pour raconter des histoires plutôt que de former des jeunes générations. Et donc, j'avais l'impression, en commençant à réfléchir à ce sujet de l'éducation, d'être un peu à côté de ce rôle qu'on voulait me faire prendre dans cette table ronde. Et puis, en fait, ce que je dois avouer quand même, c'est qu'au moins, je suis dans un poste d'observation très privilégié pour voir plein d'alliances éducatives. En écrivant des histoires, des romans d'aventure, effectivement, j'écris, vous avez parlé de Toby Lonoès, mais j'en ai écrit quelques autres. Je désarme par le plaisir du divertissement, parce que la lecture est aussi un divertissement, ou de l'évasion, j'en parlais tout à l'heure. Je désarme toute l'inquiétude des jeunes lecteurs, qui peuvent être des élèves, parce que maintenant mes livres, c'est une catastrophe, rentrent dans l'éducation nationale, donc décidément ça me poursuit. Et je désarme leurs a priori sur qu'est-ce qui veut me mettre dans la tête, celui-là, parce que simplement je les emmène sur mon dos, dans des histoires qui se passent dans un arbre-monde, ou bien dans la première moitié du XXe siècle. Ils ont l'impression que je ne peux pas leur faire de mal parce que je les capture, et c'est un travail aujourd'hui de savoir attraper au vol ces jeunes lecteurs qui ont 1000 tentations, beaucoup plus séduisantes que les sirènes de la littérature, que sont la tablette qui vibre, que sont les copains qui appellent, que sont les multi-connexions de la vie du jeune lecteur. Et pourtant, quand ils font la rencontre, et j'ai adoré ce qui a été dit tout à l'heure à propos du fait que ce qui comptait, c'était la rencontre, et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça, la lecture, c'est la même chose. C'est une rencontre avec un auteur certainement, mais surtout avec ce qu'est la lecture, ce qu'est le livre, cet objet incroyablement moderne qui projette dans un cerveau des images différentes pour chacun, qui est 100 fois mieux que les jeux vidéo là dont je voyais les publicités dans le métro en venant, parce que quand vous prenez un jeu vidéo, quand vous tournez à gauche, tous ceux qui tourneront à gauche verront la même chose que vous. Alors que quand quelqu'un lit une histoire, il a des images différentes qui se projettent dans son esprit. Et donc je suis vraiment témoin du travail des libraires, des bibliothécaires, des enseignants, évidemment, des parents, évidemment, de tous ceux qu'on appelle affreusement les prescripteurs, alors que ce sont plus des messagers, ce sont souvent aussi des raconteurs d'histoires, c'est le cas pour lire et faire lire. Et puis il y a un moment où les enfants s'en emparent eux-mêmes. Et quand le livre est l'objet qu'on se transmet sous le manteau dans la cour d'école, et là on peut remercier le petit sorcier Harry Potter qui a mis tout d'un coup le livre au centre de la vie d'enfant, ce qui n'avait pas été le cas depuis pas mal de décennies. Et nous qui sommes arrivés après, là j'étais à Londres ce matin, et donc alors là-bas ça baigne dans Harry Potter, mais il y a une curiosité pour des livres qui viennent de l'autre côté de la Manche, par exemple les miens. Il se trouve que j'ai voyagé pendant les 10 dernières années un peu partout à suivre mes héros, vraiment, oui, absolument partout, et de rencontrer ces enfants tous différents. Et là, je dois reconnaître que je découvre que mes livres éduquent peut-être un peu, et ces rencontres
si nombreuses avec des lecteurs, alors, évidemment dans les écoles, en France, partout, mais aussi très loin de là. Quand un petit garçon à Hong Kong me dit mais Van Gogh c'est moi, alors que Van Gogh c'est l'histoire d'un séminariste dans les années 30 qui se retrouve fugitif, poursuivi à travers l'Europe jusqu'à 1945. Je n'en reviens pas. Je pense qu'ils ne savent absolument. Pour eux, l'histoire devient simplement un terrain de jeu. Que ce soit une petite humanité dans un arbre ou une course-poursuite dans la première moitié du XXe siècle, tout ce que je fais passer, il doit passer de manière indolore. Et en même temps, doit faire bouger une petite chose chez le lecteur, parce que c'est une responsabilité immense d'écrire pour des jeunes lecteurs qui seront touchés à vie par ce qu'ils liront et qui s'en souviendront très très longtemps, alors que moi-même j'ai du mal à me souvenir du livre que j'ai sur ma table de nuit. C'est le vieillissement précoce. Merci. Merci beaucoup. On vous écouterait longtemps, aussi Rémi, mais on va devoir passer la parole au dernier groupe. Nous sommes partis un petit peu dans le rêve et on va redescendre dans la réalité avec une réalité. Et le rêve était déjà bien dans les alliances éducatives. Elles ont lieu partout. Donc, je vais présenter la dernière table ronde et pour des questions de temps, je vais présenter deux personnes qui sont à la fois des responsables, mais qui à la fois, eux, ont aussi des alliances et sont engagés personnellement. Donc, je vais présenter tout d'abord Christian Poyot, qui certes est diplômé les diplômes de Dauphine, d'HEC, et a fait une partie de sa carrière chez Deloitte, chez KPMG. Et en fait, avec un de ses collègues, il a fondé en 87 une entreprise de service du numérique. Et cette entreprise, aujourd'hui, le groupe dont il est aujourd'hui, il est président général d'un groupe qui comporte aujourd'hui 1100 collaborateurs répartis en Europe et en Asie et qui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions d'euros. Nous ne sommes plus dans le rêve, nous sommes retombés ici. En parallèle, bien sûr, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Christian Poyot a été élu en juin 2012 administrateur du Syntec numérique. Et puis qu'il avait monté il avait été président de Croissance Plus de décembre 2001 à juin 2004. Et avec les fondateurs et les anciens présidents de Croissance Plus, il a créé en 2010 la fondation Croissance Responsable, dont il devient président des fondateurs. Peut-être qu'on va faire passer tout de suite la vidéo sur les réalisations et les alliances que crée cette fondation. Voilà. J'ai effectué mon stage à l'entreprise Generali, entreprise d'assurance du Stade de France. Et si j'ai fait ce stage, c'est parce que mes élèves me posent énormément de questions chaque année sur quel est ce métier, comment pouvons y arriver. Et j'ai toujours du mal à répondre à leurs questions. Donc je pense que je serais capable de leur donner davantage d'explications, de leur montrer aussi, de leur expliquer comment ça se passe en entreprise, quelles sont les règles, notamment au niveau du savoir-être, au niveau de l'attitude à adopter. Et aussi ce qui m'a marqué, c'est la disponibilité des personnes qui m'ont reçu. Ils ont toujours beaucoup de temps, très à l'écoute de nos questions, toujours prêtes à développer, alors qu'elles ont un travail évidemment monstre à effectuer à côté. Je compte particulièrement l'utiliser lors des heures de classe. Ce sont des heures dédiées à l'orientation. Et dans ces heures-là, je pourrais faire venir, grâce maintenant à vos contacts, des chefs d'entreprise, des employés au sein de ma classe. Donc cette fondation Croissance Responsable qui offre des stages aux enseignants dans les entreprises nous montre une alliance éducative. Je vais vous demander aussi, en tant que
président de la commission transformation numérique du MEDEF, comment vous voyez les alliances éducatives entre ce monde de l'entreprise et ce monde de l'école? Bien, bonjour à tous, merci de cette invitation. Je vais peut-être effectivement déjà repréciser ce que fait la Fondation Croissance Responsable. C'est une fondation qui est rattachée à l'Institut de France. L'Institut de France, c'est les 5 académies, donc l'Académie française, les sciences morales et politiques, les sciences, etc. Le point initial, c'était d'essayer de casser un peu les chapelles. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'en France, on a bien les chapelles. Alors, il y a les entrepreneurs, il y a les politiques, il y a les enseignants, les journalistes. Enfin, on pourrait les multiplier autant qu'on veut, peut-être les sportifs, je ne sais pas. Et très souvent, il y a des images d'Épinal qui sont fausses de part et d'autre. Bon. Évidemment, nous, en tant que chef d'entreprise, ce qui nous tient à cœur, c'est de nouer plus de contact avec le monde éducatif, puisqu'il y a un lien évident, l'école ayant un objectif de former des citoyens, mais aussi de former un métier pour après trouver un travail tout simplement. Et c'est peu de dire que les liens entre école et entreprise, ça a beaucoup évolué ces dernières années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de méconnaissance tout simplement. Donc l'idée a été de faire des choses extrêmement pratiques, extrêmement concrètes, et donc ces stages de professeurs en entreprise. Donc c'est quoi pratiquement? Ça concerne des professeurs de 3e et de seconde, professeurs d'enseignement général, donc de maths, de français, de physique, d'histoire, d'éducation physique, des conseillers d'orientation. Ça peut être aussi des chefs d'établissement qui donc vont déjà passer une première journée à l'Institut de France où il va y avoir des présentations qui vont leur être faites sur quelles sont les fonctions au sein d'une entreprise, qu'est-ce que c'est un chef d'atelier, un commercial, une DRH, enfin des choses extrêmement concrètes, et puis aussi quelques notions microéconomiques sur une entreprise, un client, des fournisseurs, des factures, des choses comme ça. Après, ces personnes, ces profs vont passer donc 3 jours en entreprise, ça peut être 3 jours consécutifs ou 3 jours décalés dans le temps. Et là, le but, c'est pas du tout de les former à quoi que ce soit. Hein. C'est pas des stages où ils sont assis et ils écoutent je ne sais quelle bonne parole. C'est simplement que les gens se rencontrent. Je dis souvent qu'ils se touchent la main, qu'ils discutent, qu'ils échangent, qu'ils comprennent mieux comment fonctionne l'entreprise au quotidien. Ces stages ont lieu dans les entreprises de toute taille. Ça peut être des très grandes industries, des très grandes banques, des toutes petites sociétés industrielles, des sociétés de services. Enfin, il y a toute taille, évidemment. Aujourd'hui, ça fonctionne en région parisienne, mais également à Nice, à Bordeaux et à Rennes. Et il y a un peu plus de 700 professeurs qui maintenant ont suivi ces stages. Alors pourquoi est-ce qu'ils les suivent et quel est l'intérêt que nous avons vu sans forcer le trait, on a 100% de réussite. Hein. Alors les professeurs viennent, pourquoi? Parce que très souvent en 3e, déjà, ils doivent initier leurs élèves à qu'est-ce qu'est une entreprise et les aider à trouver un stage, hein, les stages de 3e. Il faut savoir qu'il n'y a que 70% des élèves qui trouvent un stage en 3e parce que 30%, papa ou maman, où il y en a pas, où ils sont pas là, donc c'est compliqué de trouver un stage. Donc le but, c'est, dans ces cas-là, ils se tournent vers le professeur, donc c'est d'aider le professeur à trouver des stages et de mieux expliquer ce qu'est une entreprise, et on explique mieux quelque chose quand on a déjà été dedans, évidemment. Le deuxième intérêt pour les profs, c'est de mieux donner l'intérêt de leur matière. Typiquement, un prof d'anglais nous a dit, moi j'ai fait un stage chez Safran, avec des ouvriers dans l'usine qui montent les moteurs d'avion. Ils ont besoin de lire les notices parce qu'elles sont en anglais. Donc l'anglais, c'est pas réservé aux cadres managers, etc. Ça va être un prof de français qui dit, les fautes d'orthographe, quand vous rédigez votre curriculum vitae, s'il est bourré de fautes d'orthographe, c'est compliqué. Ça va être un prof de maths qui va dire, pareil, quand vous êtes dans quelle que soit votre fonction dans une entreprise, il y a toujours un petit peu de mathématiques à faire. Donc, trouver des exemples précis pour eux en tant que tels vis-à-vis de leurs élèves. Donc, c'est des intérêts très pratiques. Après, il y a un intérêt aussi général des professeurs, à mieux rencontrer l'entreprise et à mieux connaître les choses. Alors, qu'est-ce qu'ils découvrent? Je vais essayer de faire vite encore une fois. Ce qui les surprend le plus, très souvent, c'est la diversité des parcours. Ils ont l'impression que quelqu'un va avoir un diplôme, quel qu'il soit, que ce soit un diplôme d'enseignement supérieur ou un diplôme moins prestigieux, entre guillemets, et qui va être dans une filière tout le long de sa carrière. Pas du tout. On s'aperçoit qu'en entreprise, les parcours sont très divers. On peut commencer dans une fonction, quelle qu'elle soit, et puis on change, on bouge, on évolue, on va complètement dans une autre voie. Et très souvent, ça surprend les professeurs. Dans les choses un peu amusantes aussi, ce qui les surprend très souvent, c'est le tutoiement d'entreprise. Ils ont souvent une vision très hiérarchique de l'entreprise où il y a, j'allais dire un peu de manière caricaturale, excusez-moi, le chef, le sous-chef, le quart de chef. Non, pour la très grande majorité d'entreprises, les gens échangent, discutent. Alors des fois, il y a bien sûr des discussions animées, tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a des relations humaines qui sont somme toute normales, en tout cas identiques à celles qu'on peut trouver dans beaucoup d'organisations, quelles qu'elles soient.
Et puis aussi, dernier point qui les surprend souvent, c'est le fait qu'en entreprise, bien, on va se mettre autour de la table, on va discuter, on va parfois ne pas être d'accord, on va avoir des solutions différentes, on va échanger, et puis à un moment donné, par contre, on va essayer de trouver un consensus, et là, on va l'appliquer. Et donc là, il y a une notion d'unité, de décision collective qui est mise en œuvre. C'est vrai que très souvent, les professeurs, moi j'ai découvert ce sujet, eh bien, sont souvent très seuls. Il y a peut-être le temps de la salle des profs, mais sinon, ils sont tout seuls, donc ils n'ont pas l'habitude d'échanger de manière générale. Voilà. L'autre bénéfice que nous avons pu constater, eh bien, c'est que les professeurs, ça leur permet aussi de présenter ce qui est la réalité de leur quotidien, parce que discuter avec un prof, c'est pas si courant que ça. On le fait quand on a été élève, mais enfin la relation est un peu particulière. On le fait quand on est parent d'élève. Je suis moi-même un père de 3 enfants, donc je sais très bien ce que c'est, mais là aussi la discussion est un peu différente. Par contre, se retrouver avec un prof d'histoire ou un prof de maths à la machine à café, puis discuter tout simplement de quel est son quotidien, c'est pas si courant, et ça permet aux gens qui ne connaissent pas cette réalité de l'éducation nationale de mieux la percevoir avec ces choses enthousiasmantes, mais aussi des fois ces difficultés. Donc, encore une fois, au final, la conclusion de tout ça, c'est que les gens échangent, discutent, et quand on fait cette réunion de débriefing à l'Institut de France, qui ressort, mais systématiquement, c'est je ressors de ces stages, de ces 3 jours de rencontre avec une vision différente de l'entreprise. C'est pas un lieu idéal, c'est pas non plus un lieu de souffrance extrême, c'est un lieu dans lequel des hommes et des femmes ont une communauté d'intérêt à un moment donné, et globalement, ça se passe plutôt mal. Donc on a l'impression d'œuvrer modestement, mais activement, à ce que ces deux mondes se rencontrent au final, à ce que nos enfants, globalement aussi, trouvent leur voie et soient mieux aidés et guidés par les professeurs. Voilà. Merci beaucoup. Et avant de vous faire dialoguer avec Nicolas Truel, je vais le présenter et lui demander de nous parler aussi en tant que responsable des apprentis d'Auteuil, de nous parler un peu de tous les engagements et de tous les efforts pédagogiques qui sont faits pour faire des alliances éducatives pour que tous réussissent aussi. Alors, certes, vous êtes passé aussi par une formation aux mines, vous venez du monde de l'administration et de l'entreprise, vous avez aussi cette expérience et aujourd'hui vous vous occupez de ces jeunes aux apprentis d'Auteuil. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous voyez les alliances éducatives pour rejoindre aussi le monde de l'entreprise pour tous ces jeunes ? Merci de nous avoir donné la parole et de nous avoir invités ce soir. J'aimerais être, comme Marie-Hélène, entouré de certains des 25 000 jeunes ou des parents, des 6 000 parents que nous accueillons chaque année, des 5 000 éducateurs, enseignants ou autres collaborateurs qui travaillent chez nous, pour pouvoir vous dire et répondre à ces questions qui ne sont pas des questions théoriques. Déjà, je voudrais dire cette chose-là, elle est importante, c'est que Apprentis d'Auteuil, nous sommes avant tout des praticiens auprès de jeunes et de familles qui connaissent des difficultés d'apprentissage, des difficultés sociales, des difficultés familiales, qui concourent souvent à des situations d'exclusion, d'échec. Donc on va parler de décrochage scolaire, on va parler d'exclusion du monde du travail, et nous sommes confrontés avec eux et pour eux à ces situations que nous cherchons à prévenir, à guérir dans certains cas et dans tous les cas, à accompagner en sachant que c'est un travail de longue haleine. Alors, c'est pas une intuition nouvelle et c'est pas une pratique nouvelle, nous fêtons nos 150 ans cette année et grosso modo l'intuition n'a pas changé. L'intuition, c'est que il y a en chaque jeune garçon, jeune fille, futur jeune homme, jeune femme, quelqu'un qui mérite d'être debout. C'est ce que disait le père Brotier, un de nos refondateurs, faire de chacun un homme debout. Alors comment faire ? Et ce thème de l'alliance éducative nous parle évidemment beaucoup. Toutefois, avant d'y venir, je voudrais préciser une chose. Pour pouvoir faire alliance, on a parlé des nombreuses alliances et on en partage beaucoup, je pense qu'il y a un préalable. C'est qu'il faut poser ce que nous appelons, parfois c'est un peu jargonnant, mais une sorte de cadre. Il faut un lieu, un contexte fait de règles, fait de rites, et quand on pense au sport, quand on pense au scout, je pense que je suis rejoint et par la loi scout et par le règlement sportif pour dire qu'il faut d'abord être dans un lieu où on se sent bien, et ces rites et ces règles vont permettre de se sentir bien.
J'ai en tête un jeune qui avait passé à peu près tous ses âges, toutes ces années collège chez lui, on pourrait dire atteint de phobie scolaire qui ne lui permettait même pas d'aller acheter le pain. Donc vous voyez, c'était une phobie qui déplaçait largement l'école et qui avait repris chez nous dans un accueil éducatif de jour progressivement le chemin de l'école et qui m'avait dit « j'ai pu le faire parce que j'ai trouvé ici une bonne ambiance ». Donc il faut qu'on réfléchisse à chaque fois à l'ambiance, à ce qui nous entoure en proximité et qui redonne les conditions. Alors les conditions de quoi? Effectivement de plusieurs alliances. La première alliance que nous, éducateurs, enseignants, bénévoles, vivons avec les jeunes, c'est l'alliance avec les jeunes eux-mêmes. Et cette alliance, elle n'est pas très compliquée, c'est la décision qu'un jeune va prendre de faire de nouveau confiance à un adulte. Beaucoup des jeunes qui sont chez nous auraient toutes les raisons de ne plus faire confiance aux adultes. Et pourtant, ils vont décider, avec tel prof, tel éducateur, de faire de nouveau confiance. Comment fait-on? Là, il faudrait plusieurs heures pour y répondre. Mais j'ai en tête là aussi ce que m'avait dit un jeune quand je lui disais « Mais comment tu as fait pour reprendre goût à l'école et revenir vers le chemin ?» Et là, c'était un jeune, plus si jeune que ça, pas loin de 20 ans, et qui reprenait le chemin de l'insertion professionnelle. Et il m'a dit « Ici, on n'efface pas trop vite le tableau. » Ça voulait dire que quand il était à l'école, il avait quelques difficultés d'apprentissage et le temps de relever la tête, le tableau était déjà effacé. Ça veut dire qu'il faut trouver le moyen de se déplacer sur le terrain du jeune, dans ses fragilités et pour trouver ses qualités avec lui. Ça, c'est la première alliance, elle est absolument fondamentale. Ça suppose, mais ça a été très bien dit par tout le groupe d'ATT Quart-Monde, ça suppose une alliance entre tous les adultes qui accompagnent ce jeune. Éducateurs, enseignants, etc., etc. Deuxième alliance, elle a été soulignée, elle est fondamentale, l'alliance avec les familles, évidemment, parce que, et là j'ai en tête ce que me dit un de nos directeurs d'établissement, il n'y a pas de parcours possible pour un jeune si d'une manière ou d'une autre, il n'y est pas autorisé par ses parents, même si sa relation avec ses parents est devenue extrêmement difficile. Donc, il faut trouver cette alliance d'une manière ou d'une autre. C'est indispensable parce qu'on ne parle pas que d'école. On parle d'éducation à la vie dans toutes ses dimensions. Nous sommes sensibles au sport, nous sommes sensibles à la vie en collectivité. Et bien sûr, c'est la famille qui va donner un modèle, un premier modèle de cette vie en société. Il faut trouver l'alliance avec les familles. Et enfin, troisième alliance, et elle est fondamentale puisque nous parlons apprentis d'Auteuil, nous parlons de tous les apprentissages, mais en particulier d'apprentissage qui permettent l'insertion dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Il faut trouver une alliance avec ceux qui vont les employer, donc avec les entreprises. Et là, ça a été dit, les représentations sont nombreuses, au moins aussi nombreuses qu'il peut y en avoir entre parents et professeurs, entre entreprises et écoles, entre entreprises et services éducatifs. Les représentations sont nombreuses, elles sont souvent placées sous le signe de la défiance réciproque. On a publié récemment un sondage, c'était cette semaine. Pour moi, il est terrible. Ce sondage dit la chose suivante. 75 à 80% des jeunes et de leurs familles pensent que l'école va leur donner les savoirs de base. On aimerait que ça soit 100%, mais c'est quand même une large majorité. Plus de 80% pensent que de toute façon, il faut passer par l'école pour arriver dans l'entreprise. Or, quand on demande aux chefs d'entreprise ce qu'ils en pensent, ils répondent à 75%. Ils ne pensent pas que l'école forme des jeunes qui vont pouvoir s'intégrer dans le monde de l'entreprise. Donc, il y a un quiproquo, pour moi, terrible, qui est des jeunes et des familles qui font confiance à l'école et des chefs d'entreprise qui ne pensent pas que l'école peut répondre à leurs problèmes. Il faut que l'on retrouve un accord de fond entre école et entreprise, et pour faire l'alliance globale, les jeunes, les familles, l'école et l'entreprise. Sinon, on ne réussira pas. On ne réussira pas quoi? À faire face à ces chiffres qui sont effarants, vous les connaissez, c'est peut-être pas la peine de les répéter, mais 1,9 million de jeunes de 18 à 25 ans sont aujourd'hui dans notre pays sans emploi et sans formation.
Plus de 2 millions de jeunes de 18 à 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Et on parlait de rêve tout à l'heure. Et moi, j'ai vécu dans l'arbre de Toby Lowness et il m'a fait, avec mes enfants, je pense, grandir. Donc oui, vous participez à notre projet éducatif sans aucun doute. Mais comment redonner le rêve dont ils ont besoin? Comment imaginer arriver vers les plus hautes branches de l'arbre quand on est placé dans cette situation où apparemment tous les rêves sont interdits? Et je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure, parce que quand j'ai préparé cette intervention, j'ai rencontré quelques jeunes d'un de nos lycées professionnels dans le Val d'Oise, et j'étais en face de délégués de classe d'un lycée agricole, et je leur ai dit, qu'est-ce que je vais leur dire là? Qu'est-ce qui est important? Et une jeune, Liliane, m'a dit exactement ce qu'a dit Elisabeth, donc je vais avoir donc un peu plus le courage de le dire encore. Elle m'a dit, dites-leur, prenez le temps de nous écouter. Et je pense que ces alliances, si elles ne se donnent pas le temps d'une écoute entre tous, jeunes, parents, éducateurs, enseignants et entreprises, avant de se précipiter sur des solutions, si elles ne se donnent pas le temps de l'écoute, je ne dis pas qu'elles serviront à rien, mais nous nous retrouverons de réforme en réforme et de grand plan en grand plan à faire les mêmes constats, les mêmes échecs. Donc prenons le temps de l'écoute. Alors le temps, c'est à la fois ce dont on a besoin pour les alliances éducatives et puis c'est ce qu'on a le moins sur cette scène pour le moment. Il nous reste 3-4 minutes pour clore cette table ronde et puis ce temps d'échange sur les alliances où vous avez vu, je crois qu'il y a eu une espèce d'écho entre tous les binômes, tout à fait intéressant sur le fait que on éduque et on est éduqué par les autres. Mais il faut prendre le temps de la rencontre, le temps véritablement de s'écouter et le temps de la confiance. Et vraiment, je voudrais remercier tous les participants à cette table ronde. On sait en préparant tout ce qu'il y aurait encore à dire sur ce sujet, mais il y a bien une réalité des alliances éducatives. On en voit aussi l'énorme fécondité. Et c'est à nous tous de continuer. Alors, on voulait faire la synthèse sur la scène. On va vous demander à chacun de la faire pour vous, mais surtout avec vos voisins. Continuons le débat. Il y a besoin de cette réalité des alliances éducatives.